l'industrie 4.0. On sait que l'industrie du futur, ce n'est pas que une industrie 4.0. Mais néanmoins, le numérique est l'une des... On salue Jean-Pierre Savarino, le président de la CCI, qui nous rejoint. Donc une industrie 4.0, ça fait partie de l'industrie du futur. On a beaucoup entendu parler, on entend beaucoup parler d'IoT, d'intelligence artificielle, de digital twin. Ça, c'est dédicace spéciale pour Stéphane. Donc le jumeau numérique. Mais en vrai, c'est quoi aujourd'hui le numérique dans l'industrie? Qu'est-ce qui est réellement utilisé? On verra après qu'est-ce qu'on peut attendre demain des technologies. Mais aujourd'hui, la réalité de l'industriel et du numérique, c'est quoi? On va poser la question peut-être à l'industriel. Daniel. Écoutez, mesdames, messieurs, bonsoir, avant toute chose, hein, et puis merci de cette présence importante. Je crois que la tribune attire toujours les foules, et je constate avec plaisir toujours que l'industrie intéresse. Donc ça, c'est un bon point. La question qu'on nous pose aujourd'hui, c'est comment l'industriel, dirons-nous, se positionne par rapport à cette révolution, cette quatrième révolution. Alors ça dépend de quel industriel on parle, hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a les grands groupes. On a grosso modo les ETI et puis les 92% de TPE, PME. Et ce n'est pas tout à fait le même scénario. Si les grands groupes aujourd'hui ont saisi la balle au bond et sont en phase, dirons-nous, de se mettre, bien que, pas sur tous les points encore, mais en phase de se mettre en ordre de marche par rapport aux moyens que l'industrie 4.0 propose, il en est beaucoup moins facilement l'approche, dirons-nous, évidente au niveau des TPE, PME et des ETI. La difficulté, elle ne vient pas du fait qu'aujourd'hui l'entreprise se pose la question si elle doit aller vers l'industrie 4.0. C'est un débat qui est réglé. Oui, pour tout le monde, c'est une évidence. Le problème, c'est comment. Et là, quand on emploie le comment, c'est un gouffre. Un gouffre, alors moi, j'ai une TPE, une petite TPE, une petite PME, on va dire une cinquantaine de personnes en totalité, et où on a la volonté d'avancer. Et en fait, on se rend compte que depuis maintenant 3 ans, on a essayé de gérer la problématique en interne et que seul, c'est difficile. C'est difficile parce que si sur la partie du cœur de métier, qui est entre guillemets l'outil, acheter un process 4.0, c'est facile. On l'a toujours fait. Hein. Enfin, l'industriel qui ne s'est pas modernisé à travers les outils qui lui ont été proposés n'existe plus aujourd'hui. Donc, qu'il soit 4.0 ou autre, le problème n'est pas là. Le problème, c'est de savoir, une fois que l'outil est en place, comment est-ce qu'il va influer, un, sur le modèle de management propre à l'entreprise, et deux, sur la gestion des ressources humaines. Et là, on touche les 2 points sensibles. C'est-à-dire revoir le modèle de l'entreprise qui nous paraissait ancré à jamais dans cette nouveauté qu'est le management par le digital. Là, le fossé existe, mais il nous faut mettre des moyens. On en parlera sûrement tout à l'heure. Peut-être du coup, Stéphane Managa, alors vous êtes, j'allais dire, quasiment au cœur du dispositif, c'est que Timor et Fabre est un outil pour les industriels, pour justement venir tester, pour pouvoir justement se projeter dans cette industrie 4.0. Est-ce que vous avez fait le même diagnostic? Oui. Alors oui, tout à fait. En fait, on a parlé des grands groupes et des PME. C'est vrai que les grands groupes ont quasiment tous commencé à lancer des programmes sur l'industrie 4.0, sur l'industrie du futur. Ils se posent des questions aussi de savoir comment avancer, par où commencer, et parfois avec des craintes sur le choix des technologies à adopter. Pour les PME, c'est déjà plus disparate. Déjà, il faut une prise de conscience qu'effectivement, c'est un enjeu. Il y a d'abord une prise de confiance à avoir, et ensuite, effectivement, de savoir par où commencer, qu'est-ce qu'il faut que je transforme dans mon entreprise, et puis qu'est-ce qu'il faut que je transforme, et Bruno Grandjean le disait tout à l'heure, c'est dans quel but, et le but, c'est avant tout de gagner en compétitivité, et donc on ne va pas faire du numérique, on ne va pas faire de l'industrie 4.0 pour rien, on le fait avant tout pour gagner en compétitivité. Voilà. Et donc là, effectivement, déjà, il y a moins de moyens aussi, moins de moyens financiers. Et donc, des structures comme Timorifa peuvent permettre, soit en mettant à disposition des outils, des moyens, des plateformes, en partageant des imprimantes 3D, par exemple, ça permet
d'aider les entreprises, de ne pas investir tout de suite et de leur permettre de tester avant d'investir et de pouvoir conforter en fait leur modèle économique avant d'investir. Dans les technologies qui existent aujourd'hui, quelle est peut-être la plus utilisée, ou en tout cas celle qui est utilisée par le plus grand nombre d'entreprises? On parlait du jumeau numérique, hormis quelques grands groupes. Non, mais je sais que j'y tiens, non, mais j'y tiens parce que j'ai l'impression que c'est survendu et que dans la réalité, c'est pas tant utilisé que ça. Hormis des groupes comme Thales ou Airbus. Alors, je sais qu'effectivement, quand on a préparé ça, le jumeau numérique, ça vous tenait à cœur. Oui. Pour moi, c'est un sujet, alors, avant tout de grands groupes, parce qu'il faut avoir numérisé quand même son entreprise, il faut avoir modélisé le mode de fonctionnement de son entreprise ou de son produit, pour pouvoir aller parler de jumeaux numériques et de pouvoir modéliser finalement à côté de son entreprise et de pouvoir tester des systèmes. Non, après, c'est pareil, je discutais avec des gens sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on en fait déjà depuis un moment. Avant, on parlait de statisticiens, on ne parlait pas de data scientists, mais des statisticiens, des gens qui travaillent sur la data, on le fait déjà depuis des années. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est finalement l'intensité avec laquelle on va utiliser le numérique dans les entreprises pour finalement gagner en compétitivité. Donc l'écart, il est là. Et la transformation qu'on a pu avoir, soit par les augmentations de capacité de calcul, et soit par la rapidité des communications, du stockage, qui permettent maintenant de faire des analyses en temps réel, de pouvoir du coup travailler sur les encours, sur la production, optimiser en automatique. C'est tout ça qui est en train de se transformer. Ça permet aussi d'envisager de nouveaux modèles économiques. On vend de plus en plus par Internet. On a des nouveaux modes de consommation qui apparaissent. Alors aussi bien en tant que consommateur, mais aussi après en tant qu'industriel. On a aussi des plateformes qui apparaissent. On va vendre des services, louer des services, louer des moyens, on ne va plus les acheter. Donc c'est vraiment en fait toute une économie qui est en train de se transformer par l'intégration du numérique. Alors après, qu'est-ce qui est le plus utilisé dans une entreprise au niveau numérique? Je dirais à la limite l'ossature, ça peut être des ERP, ça peut être tout ce qui est la base en fait de l'entreprise. Et puis après, effectivement, ça va être dans les procédés, si vous en avez, où là, de plus en plus, les procédés intègrent le numérique, soit sur la partie pilotage, soit au sein même des machines. Je vais demander à Anaïs Regilly, qui a donc fait sa thèse sur... Anaïs, voyons. Sur la réindustrialisation de la France. Dans votre thèse, est-ce que c'est quelque chose qui apparaît et comment le numérique apparaît comme un moyen d'aller vers l'industrie du futur? Le numérique occupe une place forcément très importante. Alors, après, je vais peut-être me permettre, je vais prendre ma casquette de consultante, 30 secondes, pour un peu contredire ce qui a été dit avant. Moi, je lis beaucoup que les technologies ont pénétré largement les entreprises, que tout le monde a pris conscience qu'il fallait vers le 4.0, l'industrie du futur. Sûrement parce que j'accompagne beaucoup d'entreprises, des PME, de CTI en difficulté, mais très très peu ont franchi le cap, ne serait-ce que du lean et de la maîtrise des processus opérationnels. Donc je pense qu'il faut pas non plus surestimer la technologie. Il y a un vrai gap à construire, à franchir en France pour que toutes les technologies, j'ai jeté un froid dans la salle, c'est terrible, pour que ces technologies pénètrent largement les entreprises. Et je pense qu'il faut diviser le débat en deux points. L'industrie 4.0, c'est un concept très allemand, qui était une réaction des industriels allemands à l'identification de deux risques. Premièrement, les GAFAM, avec un risque de contrôle de la donnée, des intermédiations. Deuxièmement, la montée en puissance de nouveaux acteurs, de nouveaux pays industriels comme la Chine, qui ont la capacité aujourd'hui de venir menacer le leadership allemand. Et d'ailleurs, on le voit un petit peu avec la crise que connaît l'automobile allemande aujourd'hui.
Ça, c'est la vision allemande, une réponse technologique à des problèmes et donc une réponse par des gains de productivité. Et l'industrie du futur française, dans son conception française, je pense, apporte quelque chose en plus, c'est de venir questionner le modèle économique. C'est-à-dire se poser la question. Aujourd'hui, vous avez des gens comme Google qui s'en moquent complètement de la division entre service et industrie. Quand Google vient dans la voiture autonome, quand Google vient dans la réalité augmentée, savoir s'il est dans l'industrie ou dans le service, ils s'en moquent et ils risquent de reléguer nos constructeurs au risque de simples fournisseurs de la carcasse et pas du tout des services. Je me souviens de Carlos Ghosn chez Renault qui disait « il y a trop de barrières à l'entrée dans l'automobile », et c'est vrai qu'il y en a, et donc ces gens ne viendront jamais sur l'automobile. On voit que c'est faux. Donc l'industrie du futur, elle doit aussi venir faire se poser une question qui est fondamentale pour espérer l'industrialisation, au-delà de l'aspect technologique, maîtrise des process industriels, gain de productivité, c'est qui sera mon concurrent demain et qui va venir me manger et comment est-ce que je peux apporter de la différenciation à mes clients en produisant en France. Il y a plusieurs aspects, personnalisation, produits associés, réactivité, qualité, et un dernier débat qui émerge, c'est l'aspect contraintes environnementales qui peuvent être des facteurs en faveur d'une re-régionalisation de la production. Robin. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis ravi d'être là parce qu'on parle de progrès. Et ça va me changer les interventions. La plupart du temps, lorsqu'on m'invite, c'est pour parler de communication de crise. Et là, on a plutôt un débat optimiste. Donc ça me fait plaisir. Bruno en parlait en introduction juste à l'instant. L'image et les mots ont leur importance. Et encore plus dans ce secteur, celui de l'industrie. Il y a, à mon avis, un certain nombre de prérequis si on veut réussir en termes de communication et d'image. La première chose, on a trop longtemps opposé industrie et écologie. Il y a ces présupposés assez régulièrement. Quand on dit écologie et qu'on pense à un pays, vous allez penser à Allemagne. C'était peut-être vrai au début en termes de précurseurs, mais si vous regardez ne serait-ce que dans le domaine de l'énergie, il y a une petite appli qui s'appelle Electricity Map. Je peux en parler d'autant plus librement que c'est une appli danoise. Et vous verrez qui a une énergie carbonée en Europe. Et vous aurez quelques surprises. Eh bien, il faut aussi réhabiliter un certain nombre de mots, celui du progrès, le fait que l'industrie française participe au progrès. C'est une évidence, et que l'innovation participe également à ce progrès. Il y a un certain nombre de mots, on va certainement en parler après, le data, les données, les big data, c'est pas un gros mot. Ça participe aussi au progrès. Il ne peut pas y avoir transition énergétique ou transition écologique sans un certain nombre de données. Ce qui veut dire que, on vient d'en parler, industrie du futur, industrie 4.0, eh bien, le numérique reste avant tout un outil et on va devoir, c'est normal, parce qu'il y a eu quelques expériences malheureuses dans certaines entreprises où on a d'abord placé les outils avant de transformer, ou en tout cas en même temps s'occuper des organisations. Et, quand vous construisez une maison, c'est sans doute très moderne, eh bien, il faut quand même préparer les personnes qui vont habiter dans cette maison à l'ensemble des nouveaux outils que vous avez en termes de numérique. Sinon, il n'y a aucune utilité. Donc, il y a, à mon avis, des principes essentiels. Le premier, aujourd'hui, ça reste du bon sens, mais je reste convaincu, et c'est ce que je dis la plupart du temps à mes étudiants, le bon sens n'est pas ringard, c'est même plutôt moderne aujourd'hui. La première chose, c'est mon action est-elle utile ? Et se poser vraiment la question. La deuxième, si mes outils, qu'ils soient numériques ou en tout cas mon organisation, est-ce que ça fonctionne ? Et une entreprise, elle est là pour avoir des résultats, de la performance, créer de la valeur, donc c'est une question qui est importante. Et ensuite, le troisième principe essentiel, c'est est-ce que mon innovation, ou en tout cas mon action est contemporaine, c'est-à-dire parler davantage au présent. On parle trop au futur, et si on veut avoir l'adhésion, notamment que ce soit de son corps social, des salariés ou tout simplement de l'opinion publique,
Quand on parle au futur, aujourd'hui, on n'a pas l'écoute. Donc il faut absolument parler au présent. Et l'industrie française, aujourd'hui, elle a des résultats. Elle n'a pas à rougir de ce qu'elle fait en termes de transition énergétique ou écologique. Et parlons, à mon avis, davantage au présent. Est-ce que les industriels investissent suffisamment dans l'innovation? Dans tout type d'innovation, finalement. Oui, on les retrouve partout sur l'ensemble du territoire français, que ce soit dans le cadre de French Lab ou de l'ensemble de l'innovation. Ce n'est pas qu'une question, en fait, les industriels ont toujours eu, et ça ne date pas d'aujourd'hui, ont toujours innové. J'ai eu la chance, il y a peu de temps, de pouvoir rencontrer le board de Liberty Steel Group, qui est une entreprise anglaise qui a racheté, vous avez peut-être lu il y a peu de temps, a racheté donc la sidérurgie de Dunkerque, en tout cas dans l'aluminium. Et son propriétaire, qui est un anglo-indien, monsieur Gupta, fait un pari incroyable. Alors vous allez voir, c'est ce qu'on disait, industrie, écologie. Eh bien lui, il a décidé de faire de l'acier décarboné. Et donc il lance un grand projet à l'interne des entreprises qui s'appelle Green Steel pour lancer cet acier décarboné. Alors c'est un très très grand défi, il ne s'en cache pas, mais il fait du recyclage de ferraille, 3 millions de tonnes par an. Il a également une énergie renouvelable à base de solaire ou d'éolien. Il innove également dans le cadre de hauts fourneaux à arc électrique. Toutes les entreprises aujourd'hui font de l'innovation. Je pense que c'est aussi une question de récit. Question de récit, et c'est normal, quand on est chef d'entreprise, s'occuper de la communication, ça prend du temps, c'est un investissement, et c'est pas toujours simple. Bon, il y a un grand nombre d'organisations, et ces moments comme aujourd'hui permettent aussi de pouvoir parler de cette industrie et de montrer à quel point eh bien, elle a des valeurs, tout simplement. Stéphane Managa, puis Daniel Svesi. Ouais. Sur la partie innovation, je crois qu'il ne faut pas plus innover, il faut mieux innover. Aujourd'hui, les entreprises, elles ne peuvent plus maîtriser l'ensemble des technologies, quelle que soit leur taille. Même le plus grand groupe ne peut plus maîtriser à 100% en interne les technologies. Donc, il faut du coup innover différemment en se tournant vers l'extérieur, en allant chercher des PME, des pépites, en intégrant en fait ces innovations dans ces produits. Et finalement, votre capacité d'innovation, et ça va être votre capacité à aller détecter des briques technologiques qui existent et à les intégrer dans votre produit pour avoir le produit le plus innovant possible. Et ça le plus rapidement possible, parce que vous êtes dans une compétition. Donc ça, finalement, l'innovation, c'est comme ça qu'il faut la voir aujourd'hui. Et du coup, là aussi, il faut se tourner vers des partenaires qui peuvent vous aider à détecter des entreprises innovantes, à détecter des offreurs de solutions dans la région et à, du coup, pouvoir intégrer ces offreurs de solutions dans votre produit. Daniel, la vision de l'industriel sur... Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on aborde encore l'innovation à travers le développement, entre guillemets, de l'entreprise et donc de son système commercial. Je pense que pour les 92%, je reviens à un TPE-PME qui, comme vous disiez, sont aujourd'hui un petit peu dans l'inquiétude du devenir, c'est-à-dire ne n'arrivent pas à se positionner clairement dans cette carte. Pour elles, l'innovation, c'est pas trouver le produit ad hoc. Loin s'en faut. Ils ne sont pas encore dans la gestion des pépinières, ni éventuellement dans des solutions qui feraient qu'elles puissent s'adosser à des startups pour faire des grands bonds en avant sur le plan économique. Avant tout, l'innovation pour ces entreprises, et ça, moi, je pense qu'il faut bien peser l'enjeu, c'est de s'innover elles-mêmes. C'est-à-dire comment elles vont arriver à trouver les moyens pour changer leur paradigme et leur mode de management interne pour faire face à la nouvelle donne technologique, face à cette mondialisation qui nous impose de nous remettre en question. Et ça, quand on aborde cet angle-là, c'est un peu plus compliqué.
C'est un peu plus compliqué. On n'est pas simplement sur des grandes phrases qui disent on vous donne de l'argent, mesdames et messieurs, grâce à vous allez pouvoir, qu'on entend souvent, mais plutôt comment vous allez pouvoir, à travers ce que vous êtes, et de la manière dont on pourra au mieux vous accompagner sur le plan humain, imaginer l'entreprise de demain. C'est un problème sociétal plus qu'un problème économique. Moi, je refuse qu'on parle de cette quatrième révolution comme simplement un problème de croissance économique. On est sorti du modèle de croissance économique et même certaines entreprises sont prêtes à faire du zéro, du flat, si toutefois elles arrivent à passer le cap qui leur permettrait d'être de nouveau en phase avec la demande actuelle qui correspond à une demande qui est mondiale et qui est non plus de quartier. Maintenant qu'on ait trouvé des techniques, entre guillemets, de protectionnisme qui fassent que le territoire reprenne un sens. Et j'y crois personnellement, hein, parce que là, on rentre dans tout ce qui touche, dirons-nous, les circuits courts. Et je crois que ça a un sens pour nos jeunes. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas appris, nous. Hein. Moi, personnellement, on m'a jamais expliqué que le circuit court était quelque chose que je devais privilégier. Pendant des années, on m'a vendu de l'export. Donc, si le circuit court prend un sens, ça veut dire quelque part que, de manière endogène, on arrive à imaginer un modèle où mon entreprise a un sens pour le territoire dans lequel je me trouve. Ce qui veut dire qu'en amont et en aval, je trouve exactement la même réflexion. Rien que sur ce point-là, en termes d'innovation, on a du travail sur la planche, et je ne vous ai pas encore parlé de chiffre d'affaires. Je vous ai parlé simplement de positionnement. Et je crois que la France, si elle doit espérer revoir son industrie se repositionner, elle a besoin de définir de ce qu'est cette industrie. C'est-à-dire, on ne peut plus parler simplement de points de croissance à tout va. Rien que le problème de la gestion des ressources humaines va être un problème central. Nous, à l'UMM, on le voit tous les jours. On parle cobotique, on parle robotique, et nos salariés nous disent on devient quoi là-dedans? On répond quoi? On innove comment? Je pose la question, et je ne parle toujours pas de chiffre d'affaires. Anaïs? Oui, très brièvement, pour compléter ce qui a été dit, je pense qu'on a l'aspect innovation à l'intérieur de l'entreprise, et ça, il y a de très bons bouquins qui résument très bien tout ce qu'on peut faire. Je crois qu'il y a aussi un enjeu, c'est de raisonner en termes d'écosystème. C'est-à-dire que l'innovation, elle se fait aussi avec le client dans des processus de co-création et avec les fournisseurs. Et c'est vraiment important qu'il y ait ce réflexe de ne pas voir le client comme quelqu'un qui va bien vouloir acheter ce que je lui vends, mais qui a peut-être des besoins spécifiques et j'ai intérêt pour le fidéliser, à l'intégrer dans ma réflexion sur ma chaîne de valeur, et ne pas voir mon fournisseur comme un simple fournisseur, mais comme un prestataire, un partenaire, voilà, exactement, merci, qui m'aide dans le développement. Et ça, c'est trop d'entreprises, et je le vois encore une fois chez certains de mes clients, ont des relations qui se ternissent au fil des années parce qu'il n'y a pas cette volonté de grandir ensemble et de gagner ensemble et d'innover ensemble. Mais si je vous écoute, ça ressemble un peu à de la personnalisation, mais ça se fait, non? Ça se fait, mais ça peut se faire plus. C'est-à-dire que combien d'entreprises ici, je sais pas combien d'industriels dans la salle. Combien d'industriels dans la salle? Normalement, vous devrez tous lever le... Il y en a, je veux, mais... Combien il y en a qui travaillent régulièrement? Il y en a 3 devant au premier rang qui n'ont même pas levé la main. Ouais, ben voilà. Et du coup, si on fait le test de savoir combien il y en a qui travaillent sur de la co-création avec leurs clients. Pareil. Et combien travaillent avec leurs fournisseurs pour améliorer les chaînes d'approvisionnement? C'est pas les mêmes qui lèvent les mains. Oui, on en a aussi sur ça. Donc voilà, preuve que, en fait, il faut se dire que presque tout existe et que tout le monde ne fait pas tout. Oui. Non, je voulais juste compléter. Enfin, je pense qu'il ne faut pas opposer les robots. Enfin, j'entends souvent une opposition entre les robots et les hommes, l'intelligence artificielle et les hommes. Oui, ça c'est la grande crainte. Pour moi, ce n'est pas du tout opposé. Et l'innovation, si on ne veut pas se tromper, il faut le faire avec les hommes avant tout. Je me souviens, pour avoir visité, je pense qu'il doit y avoir des représentants de Schneider, pour avoir visité l'usine de Vaudreuil, oui, ils sont là. Ça m'avait marqué, parce qu'effectivement, ils avaient travaillé, et j'avais fait une visite avec des gens d'Airbus qui avaient posé la question, mais finalement, vous avez commencé par quoi, et vous avez traité, comment vous avez choisi les sujets sur lesquels vous vouliez avancer.
Finalement, ce qu'ils ont répondu, c'est on a travaillé avec nos équipes, on a travaillé avec nos hommes pour pouvoir implémenter finalement des choses, des outils effectivement numériques dans l'usine, qui était plutôt une usine ancienne, hein, qui n'est pas une nouvelle usine, mais du coup, ils ont intégré des outils numériques pour faciliter le travail des hommes, avant tout, dans l'atelier. Et effectivement, après, il se trouve que ce qu'ils ont remonté, c'était des problématiques qui faisaient gagner en termes de productivité, qui étaient sur les pannes les plus importantes, qui permettaient effectivement d'améliorer la qualité du produit. Et donc finalement, quand on travaille avec ces équipes sur ces sujets-là, il y a déjà plus de chances qu'on ne se trompe pas. Oui, Daniel. Oui, pour abonder, vous n'êtes pas sans ignorer que la Chambre de commerce et d'industrie, donc Nice Côte d'Azur, il y a 2 ans de ça, a mis en place un programme qui s'appelle Industrie 4.06 et qui avait pour but de mettre en évidence, dirons-nous, un moyen d'amener les entreprises à se positionner par rapport à cet enjeu de l'industrie du futur, qu'on appelait nous plutôt le futur de l'industrie. Sur les 39 entreprises qui ont suivi, dirons-nous, ce programme comme test, comme bêta-test, on va dire, sont apparus clairement, non pas l'enjeu et la peur du demain par rapport à l'outil et éventuellement à la position commerciale de l'entreprise, mais premièrement, un prérequis aujourd'hui qui est d'évidence, comment j'aborde le lean chez moi, c'est-à-dire comment je me structure, donc un besoin fondamental qui apparaît, manque de structuration. Deuxièmement, la partie plutôt marketing, c'est-à-dire comment je me positionne par rapport à la concurrence mondiale, par rapport à mon savoir-faire grâce aux outils digitaux. C'est le deuxième point qui est apparu. Et le troisième point, comment je structure ensuite ma chaîne commerciale sur le plan donc aujourd'hui mondial. On parle de blockchain, on parle de beaucoup d'approches techno aujourd'hui novatrices pour que je ne sois pas dépassé une fois que j'aurai mis l'outil en place. Vient en 4e point le cœur de métier. En 4e point. Alors ça, je parle pour le 06. Peut-être qu'on est mieux outillé que les autres. Vous avez vu que grand nombre de gens ont levé la main tout à l'heure aux questions où d'habitude il n'y a pas grand monde qui répond. C'est vrai qu'on y travaille et que peut-être les efforts communs de toutes les structures ici existantes font qu'on est arrivé à avoir un écosystème qui se prend un peu par la main et qui va être un petit peu force de proposition. Mais entre être force de proposition et pouvoir l'appliquer au grand nombre, il y a encore un peu de chemin. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de manque de compétences ? Voilà, si on aborde le problème des compétences, après je laisserai la parole, parce que je pense qu'on va être à peu près d'accord tous. Le sujet, c'est de savoir d'abord de quelles compétences on parle. On est sur un modèle de formation qui a vécu, pour moi. Aujourd'hui, même le rectorat aujourd'hui qu'on a, dirons-nous, nous, en ligne directe, pratiquement de manière journalière, je parle au moins pour l'UMM, nous pose la même question: que pouvons-nous faire ensemble pour qu'on puisse passer ce cap qui fait que, grand nombre, en 47 métiers, c'est tombé aujourd'hui, 47 métiers disparaîtront dans les 15 ans, donc ils ont évalué carrément de manière précise le nombre de métiers qui n'existeront plus, pour combien qui existeront demain qu'on ne connaît pas encore. Les premiers arrivent, ils touchent tous bien sûr à la gestion du digital, mais bien d'autres vont naître dans les années qui viennent. Mais hormis ça, c'est comment abordons-nous la formation à travers les compétences. Et nous, l'UMM, ça fait déjà 2 ans et demi qu'on a travaillé sur le sujet qui est de comment est-ce que la législation, parce que n'oublions pas qu'on est un pays où quand même la loi fait force de loi, et elle nous contraint souvent, et elle nous pose même des problèmes in fine sur la partie fiscale souvent. Comment est-ce que nous allons pouvoir, dans les années qui viennent, représenter réellement nos salariés à travers nos instances si nous ne leur donnons pas les moyens d'avoir un outil correspondant à ce 21e siècle. Et de ce fait, nous avons fait tomber notre ancienne convention collective, qui était quand même, pour le dire, un peu plus épaisse que le Code du travail. Donc il a fallu savoir, dirons-nous, balayer un peu devant notre porte, pour en faire un petit volume maintenant qui fait un tiers de l'épaisseur, dans lequel on ne parle plus aujourd'hui de diplôme ni de niveau, on parle de compétences acquises qui donnent naissance à un salaire donné. C'est-à-dire qu'on disrupte complètement par rapport à l'approche sociale française. Ça a été testé dans de grands nombres d'entreprises dans lesquelles on a même vu des salaires être revus à la baisse quand la compétence était perdue, face à une volonté de ne pas réacquérir la compétence. C'est-à-dire, en fait, ne plus faire de barrière entre hommes, femmes, entre, dirons-nous, jeunes et puis, dirons-nous, âgés, pour être poli, en fait, essayer d'oublier des discriminations qui faisaient l'histoire de notre pays. Et là, on parle purement de compétences. Donc,
L'orientation de la formation aujourd'hui continue. Moi, me va très bien en tant que président de branche. Elle ne fait pas forcément sourire ni la région ni les gens de commerce d'industrie parce qu'on a changé un modèle économique et je peux le comprendre. Mais si on regarde de manière philosophique la possibilité qu'a une branche d'aller droit au but le plus vite possible dans le temps qui nous est compté, parce que le temps nous est compté aujourd'hui, et il me paraît, dirons-nous de bonne loi, de commencer à réfléchir sur l'approche des compétences par le biais du besoin, entre guillemets, des branches. Sur la partie compétences, on a besoin, enfin, aujourd'hui on constate toujours un écart entre la vitesse d'évolution des entreprises et des besoins des entreprises et des besoins sur des nouveaux métiers. Moi, je rencontre des entreprises qui me disent, ben, sur l'impression 3D, moi, je rentre entre 2-3 opérateurs par mois qui doivent être spécialisés en impression 3D. Et j'ai du mal à les trouver, je suis obligé de les former. Et puis après, je sais que c'est aussi valable sur des métiers traditionnels de l'UMM, où on a du mal à trouver des soudeurs, on a du mal à trouver des chaudronniers, etc. etc. Donc, il faut travailler sur la cinétique. Et pour ça, il faut un dispositif où on a d'une part un système de vigie qui permet de détecter quels sont les nouveaux métiers, sur quelles compétences on va devoir former les personnes. Il faut après avoir un système qui fabrique plus rapidement des formations pour répondre à ces besoins. Et puis après, il faut un système qui oriente effectivement les jeunes là où on a des besoins. Et là, aujourd'hui, effectivement, sur ces 3 briques-là, on n'est pas encore complètement entré. Peut-être juste un complément. Je pense que sur la formation, il est aussi important de participer à la formation tout au long de la vie des salariés, et y compris des ouvriers. Moi, j'ai lu et j'ai entendu trop souvent de fois des gens dire les ouvriers n'ont pas envie de se former, les cadres, oui, c'est parfait, cette affirmation est parfaitement fausse. Les cadres se forment parce qu'il y a une palette de formation qui est très large et qu'on leur offre souvent la possibilité de les former tout au long de la vie, beaucoup moins pour les ouvriers. Or, quand on parle d'enjeux qui sont liés à l'automatisation de destruction d'emplois, qui vont être les premières victimes? Ce ne sont pas les cadres, ce sont les ouvriers. Donc, contribuer à les former tout au long de leur vie, c'est leur offrir une chance aussi de rebondir. J'ai fait l'année dernière, dans une de mes casquettes de consultante, j'ai abandonné parce que c'était un peu dur, mais une session de site pour un grand groupe industriel de l'agroalimentaire, le numéro 2 mondial de l'agroalimentaire. Les ouvriers, dedans, il y avait des gens qui étaient là dans cette usine depuis 25 ans. Il y avait des cas d'illettrisme, des gens qui ne savaient même pas lire les consignes de sécurité. Ou qu'est-ce qu'a fait ce grand groupe pendant 25 ans? Alors avant, ce n'était pas lui, mais on dirait pendant 10 ans qu'il a été propriétaire de cette usine. Pourquoi n'a-t-il pas assuré la formation de ses salariés? On se retrouve dans une situation de fragilité sociale et économique. Demain, l'usine ferme, ces gens n'ont aucune capacité de rebondir, ils ont 55 ans, ils ne trouveront pas d'emploi. Donc il y a une responsabilité de l'État, il y a une responsabilité des territoires, mais il y a aussi une responsabilité des entreprises, et ça, il ne faut pas l'oublier. Actuellement, la bonne nouvelle, c'est que les entreprises recrutent. La difficulté à laquelle nous sommes confrontés, et notamment c'est le cas chez Enedis, c'est qu'il y a une pénurie de candidats. Les candidats existent, mais en fait, nous recherchons les mêmes profils. Et nous sommes plusieurs entreprises à rechercher les mêmes profils. Et là, c'est trans-secteur. Enedis se retrouve en concurrence avec des entreprises comme Bouygues, et ce sont pas forcément, on n'est pas forcément sur le même secteur au départ. Mais nous recherchons les mêmes profils. Donc c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui, parce que toutes ces entreprises, tous ces groupes, toutes ces PME, PMI sur le territoire français sont en transformation. Et je ne parle pas simplement de data scientists, tout simplement des BEP ou des BTS en électromécanique. Ben, chez nous, ça devient un luxe de pouvoir trouver ces jeunes. Actuellement, ça paraît assez fou de le dire, mais nous recherchons 2000 personnes, 800 CDI et 1200 alternants. Et c'est le cas dans de grands groupes d'autres secteurs et pas simplement celui de la transition écologique qui, on le sait, est en train de créer de nombreux emplois rien qu'en France. Daniel ?
Oui, je voudrais rebondir sur ce point. En effet, on constate à travers nos dires que la pénurie viendrait presque sur les métiers dirons-nous, presque traditionnels. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte qu'on pense aux métiers de demain, qu'on n'arrive pas à avoir des jeunes qui viennent alimenter les besoins d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui fait que notre industrie est ce qu'elle est. Et là, je vous rejoins en tout point. Et on retombe sur le fameux cliché, pourquoi n'y a-t-il pas de candidats, quoi. Et là, on a bouclé la boucle, c'est-à-dire comment se fait-il que nos jeunes, ou moins jeunes, ne soient pas attirés vers ces postes-là. Alors, on nous répond classiquement, l'industrie n'est pas assez visible. Moi, je commence à être un peu fatigué de dire que l'industrie n'est pas visible. La preuve, c'est ce qu'on fait chaque année ici. Je pense que sur ce territoire, faire plus que ce qu'on fait, d'ailleurs, on n'est pas les seuls, hein. Au niveau national, pour attirer nos jeunes, on voit l'usine extraordinaire qui va se passer dans quelques jours à Marseille. En fait, on met des moyens énormes, énormes, et c'est pas pour autant qu'on a vraiment la réussite qu'on escompterait avoir. Bruno Grandjean ne contredira pas sur les ratios. Donc, c'est mieux que de rien faire. Avouons-le. On a au moins la conscience pour nous. Mais quel est le cliquet qu'il faudra passer pour que réellement nos jeunes ou moins jeunes, j'insiste sur les deux vocables, rejoignent nos métiers? Tout simplement quand on aura imaginé que ces métiers-là sont de véritables talents. Aujourd'hui, il faut arrêter de penser que le talent ne s'exerce qu'à Bac+5. On a des parcours de vie en démarrant avec, comme vous disiez, un CAP ou un BEP qui peuvent aller bien plus haut peut-être qu'un Bac+5 qui s'arrête là où il est. Donc, grosso modo, il va falloir qu'on travaille, à mon avis, sur ces points-là, il va falloir qu'on explique aux familles, particulièrement aux familles et à nos jeunes, nos plus jeunes, que les talents qu'ils possèdent en eux font que demain, ils pourront intégrer des métiers extraordinaires, et cette visibilité, on la gagnera en partant de la base, et non pas simplement en faisant briller ce qu'on fait au bout, parce que quand on veut faire briller le bout, on ne montre que des cas extraordinaires, qui ne reposent que sur 10 à 20% de ce qu'est l'industrie de notre pays. Et quand on leur dit, mais l'industrie, c'est également d'être un fraiseur sur commande numérique chez moi, on me dit, mais même pas en rêve. Parce que moi, ce que je veux, c'est fabriquer des pièces pour Dassault, et malheureusement, des postes comme ça, il n'y en a pas tant que ça. Donc, grosso modo, c'est une révision quand même de fond dans notre approche à la visibilité qui fera que des petits boulots, mais ce n'est pas péjoratif ce que je dis là, c'est-à-dire la chaîne complète pourrait être alimentée et nous permettra de continuer à vivre. Parce que sinon, si on n'a que des personnes qui sont sur des niveaux supérieurs ou de devenir, et que nos entreprises attendent dans l'impatience d'avoir, dirons-nous, leur poste rempli là où elles ont des besoins aujourd'hui, on ne sera plus là. Dernière question et rapidement, pour reprendre votre expression, le futur de l'industrie, c'est quoi? Le futur de l'industrie, c'est quoi? D'un point de vue numérique, hein, on reste sur ce thème-là, sinon on en a pour jusqu'à demain matin et je pense qu'il n'y aura plus personne. Bien sûr, mais Bruno Grandjean nous le disait tout à l'heure, le futur de l'industrie ne peut s'entrevoir qu'à travers la prise de conscience, des industriels, dans un modèle qui voudrait qu'il se repositionne réellement de manière compétitive, ça a été dit, mais également structurée et presque, dirons-nous, sociétale face au monde de l'industrie. C'est-à-dire qu'il faut revoir le modèle. Donc rendre l'industrie attractive, mais par rapport à ce qu'elle devient la société. Après, quand vous disiez, madame, tout à l'heure, que les services nous absorberont, je n'y crois pas du tout. Parce qu'un service sans support ne peut pas se vendre. Un service sans smartphone ne se vend pas. Donc, que Google puisse éventuellement un jour faire fi du monde industriel, j'ai du mal. Par contre, que Google devienne industriel, ça me va bien. Alors donc, on est en phase. Donc ça, je préfère, parce que quelque part, si demain on arrive à démontrer que le service ne peut continuer à être qu'à travers l'industrie, quel beau devenir ce serait de démontrer à nos familles et à nos jeunes que tout service mérite un produit industriel. Stéphane, rapidement, s'il vous plaît. Moi, je pense qu'on n'est qu'au début, finalement, des transformations. On est au début des technologies de fabrication additive. Je pense qu'on va avoir des usines qui vont fabriquer des pièces de plus en plus localement, proches du besoin du client. On va faire des pièces de rechange directement. On n'aura plus de stock de pièces de rechange, on les fabriquera au besoin. Je pense que sur les équipes, on aura aussi des équipes qui vont se monter, qui vont se démonter, qui vont se défaire par projet, avec du coup un système qui sera beaucoup plus matriciel.
des équipes dans les entreprises, dans les usines, qui seront responsabilisées avec des systèmes d'auto-apprentissage et qui seront plus orientés sur tout ce qui est pilotage, innovation, collaboration avec d'autres services ou avec d'autres entreprises. Donc beaucoup plus ouvertes à la fois sur l'interne et sur l'externe. Des modèles économiques, là aussi, qui vont se transformer. Mais vous pourrez l'écouter quand même. Ah. C'est pas parce que vous êtes trop loin. Et puis sur la partie formation, je pense, effectivement, l'enjeu, on va avoir des métiers on va dire, bassement qualifiés qui risquent de disparaître, hein, avec, on l'a dit, les robots, l'intelligence artificielle, tout ça. Moi, je suis assez optimiste parce qu'en fait, il y a aussi, en même temps, avec le numérique, des nouveaux outils qui apparaissent. On commence à parler d'individualisation des parcours de formation, d'approche cognitive pour justement former en fonction de la façon d'apprendre de l'apprenant. Et du coup, je pense qu'on sera plus efficace dans les formations et que du coup, les personnes vont se former tout au long de leur vie et vont passer même plus de temps du coup à se former pour pouvoir continuer à développer des nouvelles compétences. Robin et après Anaïs. Je vais pas démentir parce que je l'ai dit au début, je n'aime pas la conjugation au futur. Donc je pense que pour tout de même répondre à la question de l'industrie du futur, c'est déjà les histoires que vous êtes en train d'écrire maintenant. Et ça, c'est ce qui m'importe le plus en termes d'image et en termes de récit, c'est de raconter ce que vous faites aujourd'hui dans vos industries sur le territoire français et d'expliquer l'utilité, le sens, on en parlait, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, aujourd'hui ont besoin de comprendre si leur métier a une utilité pour la société, et l'industrie a évidemment une grande utilité, et notamment sur la transition écologique. Juste pour revenir sur la transition écologique, souvent le récit est à l'envers. On demande trop aux industries, comme on le fait souvent avec l'école, on leur demande de tout faire aujourd'hui. Non, la transition écologique, c'est d'abord un changement sociétal, et les politiques, bien sûr, s'en sont emparés et ont créé un certain nombre de règles, qu'elles soient communautaires, territoriales ou nationales. Et les industries les appliquent. Mais ce n'est pas aux industries, elles participent à la transition écologique, mais il faut remettre les choses dans le bon sens. Donc aujourd'hui, l'industrie est pleine de valeurs, et on l'a bien entendu encore ce soir. Anaïs, pour conclure. Alors, pourquoi je n'aime pas l'expression industrie du futur, parce que ça laisse sous-entendre le fait qu'on a le temps. Or, je pense qu'on n'a pas le temps de réindustrialiser la France, on doit le faire tout de suite, maintenant, parce que l'industrie est le seul secteur d'activité qui, à mon sens, est capable de créer beaucoup d'emplois dans les territoires périphériques, dans les petites et moyennes villes qui sont aujourd'hui très sinistrées. En général, pas de création de services si pas d'activité industrielle. Et je crois, et pour un peu reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, l'une des clés, on parlait du récit, c'est de reconstruire un imaginaire industriel national et c'est de recréer un rêve industriel français à l'image de ce qu'a fait l'Allemagne en se déclarant pays site de production. Parfait, merci à tous les quatre.